Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Donald Trump prête serment et devient officiellement le 47e président des États-Unis. Trump met le projet 2025 en action, les 26 premiers décrets du président des États-Unis. Et la trêve à Gaza peut-elle garantir une paix durable ? Avec l'entrée en fonction de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis, l'histoire semble une fois encore suivre un cycle familier. Ces premières mesures, loin d'introduire une rupture marquée, s'inscrivent dans la continuité de sa première présidence, mettant en avant un esprit de décision affirmé, une détermination renouvelée en matière de gouvernance. L'une des premières décisions phares de son nouveau mandat a été de contraindre les demandeurs d'asile à accomplir leur démarche au Mexique, permettant ainsi de statuer sur leur sort hors du territoire américain. Cette mesure reflète ses positions antérieures sur l'immigration tout en introduisant des procédures plus rapides pour limiter toute entrée illégale sur le sol américain. Sur le plan économique, le président Trump a annoncé avoir demandé à ses conseillers de réexaminer l'accord commercial avec la Chine. Il projette également d'imposer de nouveaux droits de douane au Canada et au Mexique, poursuivant ainsi sa politique protectionniste, mais avec une portée élargie visant à équilibrer les flux d'exportation et d'importation. Par ailleurs, il ambitionne de revitaliser l'industrie nationale et de réduire le déficit commercial américain. Fidèle à ses positions environnementales, il a décidé de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, réaffirmant sa préférence pour une approche nationaliste en matière de politique environnementale et privilégiant l'exploitation des ressources nationales au détriment des engagements internationaux. Ces premières décisions illustrent clairement sa vision stratégique axée sur l'indépendance du processus décisionnel national, la protection économique et le renforcement des frontières. Alors que le monde observe attentivement ces initiatives, leurs répercussions se révéleront dans les mois et les années à venir. Enfin, dès son retour à la Maison-Blanche, le président Trump a joué un rôle majeur dans la médiation d'un cessez-le-feu à Gaza, obligeant le Hamas et Israël à conclure une trêve. Bien que cette réussite soit revendiquée par son prédécesseur, Joe Biden, le contexte de cette initiative survenant à la veille de sa prise de fonction confère un avantage symbolique à son administration. Cette démarche reflète la continuité de sa vision amorcée lors de son premier mandat, même si des obstacles subsistent quant à un retour complet aux dynamiques politiques d'il y a 4 ans. Pour discuter de ces sujets, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui 2 invités distingués. Tout d'abord, l'ambassadeur David Mack, chercheur non résident à l'Institut Atlantique, spécialisé dans les études sur le Moyen-Orient, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires du Proche-Orient entre 1990 et 1993. Il a également occupé le poste d'ambassadeur des États-Unis aux Émirats arabes unis de 1986 à 1989. Nous accueillons également aujourd'hui Gregory Aftandilian, expert renommé en politique du Moyen-Orient et en politique étrangère américaine. Fort de plus de 20 ans d'expérience au service du gouvernement, il a notamment exercé en tant qu'analyste des affaires du Moyen-Orient au département de la Défense et au département d'État. Il a également été conseiller auprès de la commission sénatoriale des affaires étrangères aux côtés du sénateur Edward Kennedy. Parmi nous également, comme à l'accoutumée, notre chroniqueur George Lanrit, président de Frontiers of Freedom, un centre de recherche fondé par l'ancien sénateur Malcolm Wallop. Alors, avant d'entamer notre discussion, je vous propose de retrouver notre correspondante Jihan Mansour, qui va nous faire un point sur l'accord de trêve à Gaza. Bonjour Jihan.
Merci Marc. Avec le retour du président Trump à la Maison-Blanche, des signes d'apaisement ont émergé, notamment avec la cessation immédiate des violences entre Israël et le mouvement Hamas. Bien que cette trêve soit perçue pour certains comme fragile et insuffisante pour assurer la stabilité durable au Moyen-Orient, d'autres y voient une alternative préférable à l'escalade de violence qui ravage la région depuis les événements du 7 octobre. Si l'administration Biden et son secrétaire d'État ont joué un rôle dans ces efforts de paix, les partisans de Donald Trump estiment que ce dernier mérite l'essentiel des éloges pour avoir exercé une pression décisive sur les deux parties, notamment sur son allié Benjamin Netanyahu. En fait, lorsqu'un journaliste a demandé à qui revenait réellement le mérite de cette trêve, la réponse ambiguë et le sourire de Biden ont laissé planer le doute, alimentant ainsi le débat. Le message adressé par Trump à Benjamin Netanyahu comportait un ton de fermeté inhabituel, incluant même des menaces voilées, évoquant les conséquences désastreuses d'un refus de la trêve. Cette attitude aurait été déterminante pour convaincre les deux parties d'accepter les termes de l'accord sans délai. Cependant, après l'entrée en vigueur de la trêve, Trump a exprimé des réserves quant à sa durabilité et a pris des décisions controversées, notamment l'annulation des sanctions imposées par l'administration Biden à l'encontre des colons impliqués dans des violences en Cisjordanie. Ces mesures soulèvent des interrogations quant aux intentions réelles de Trump à l'égard d'une solution globale pour la région. Ces promesses relèvent-elles d'une stratégie électorale ou son soutien inconditionnel à Israël transcende-t-il toute considération politique? Quoi qu'il en soit, il semble évident que la vision de Trump subsiste, bien qu'adaptée aux nouvelles réalités imposées par la guerre et ses conséquences. Le retour du président Trump au pouvoir a donc marqué un tournant, la trêve étant le fruit de ses pressions et de ses efforts de négociation, mais son impact à long terme reste à évaluer. Bien, je vous remercie, Jehan. Alors, je vais commencer par vous, Georges. Nous avons tous suivi la cérémonie d'investiture de Donald Trump à laquelle vous avez eu la chance d'assister. À présent que l'effervescence des célébrations s'est apaisée et que les dispositifs de sécurité ont été retirés, quelle analyse faites-vous du discours prononcé par Donald Trump ainsi que de ses premières actions en tant que président? Il a en effet entamé son mandat en force en signant un grand nombre de décrets dès le premier jour. Alors quel bilan préliminaire pouvez-vous dresser des débuts de ce second mandat? Je pense que les choses ont démarré sur les chapeaux de roue. Si nous utilisons l'analogie d'une course, on pourrait dire que le départ a été rapide et intense. Cependant, les 4 prochaines années ne seront pas une simple course de vitesse, mais un véritable marathon marqué par de nombreuses réformes et améliorations nécessaires. Cela dit, certaines initiatives pourraient être mises en œuvre relativement facilement, tandis que d'autres s'avèrent plus complexes et ardues en raison des défis structurels, des contraintes institutionnelles et des intérêts des grandes puissances, tant américaines qu'internationales. Par exemple, je crois fermement que la réforme du système fiscal et la réduction des réglementations sont des domaines prioritaires. Dans le passé, des progrès significatifs ont été réalisés dans ces secteurs et j'espère que cette dynamique se poursuivra à l'avenir. Son administration a notamment contribué à simplifier les réglementations dans de nombreux secteurs en levant certaines restrictions. L'objectif était de créer un environnement plus favorable aux entreprises et je pense qu'il s'efforce à nouveau de parvenir à cet équilibre, en particulier dans un contexte marqué par la stagnation. J'espère également que le Congrès apportera un soutien conséquent à ces initiatives afin de permettre une avancée significative. Un autre exemple notable est la nomination des juges qui a profondément influencé le système judiciaire fédéral. Ces nominations continueront d'avoir un impact durable en orientant le pouvoir judiciaire vers une défense plus ferme de l'état de droit.
Bien, passons maintenant à l'ambassadeur David Mack. Excellence, quelle analyse faites-vous du discours prononcé par Donald Trump lors de la cérémonie d'investiture? Pouvez-vous le comparer au discours de ses illustres prédécesseurs? Les discours d'investiture auxquels nous avons assisté lors des mandats des précédents présidents montrent une nette différence avec celui de Donald Trump. En effet, le président Trump a dérogé à une tradition souvent respectée par les présidents réélus, à savoir l'engagement de rassembler les Américains et de promouvoir l'unité nationale. De manière globale, il a également ignoré la présence du président Joe Biden, qui était assis près du podium, ce qui est inhabituel pour un président réélu. En règle générale, un président cherchant à renforcer son mandat met un point d'honneur à souligner son intention de maintenir une certaine continuité dans les politiques ayant contribué à la prospérité économique, à l'augmentation de la productivité et au bien-être des citoyens. De plus, Donald Trump n'a pas évoqué les efforts conjoints qu'il avait menés avec Biden, notamment en travaillant à un cessez-le-feu à Gaza ou en soutenant des initiatives renforçant l'OTAN face à l'agression russe contre l'Ukraine. Bien, je me tourne à présent vers Gregory Aftandilian. Dans son premier discours, Donald Trump a abordé la situation des États-Unis en évoquant les tragédies et les déséquilibres auxquels le pays fait face, tout en exposant les mesures qu'il entendait prendre pour y remédier. Un message qu'il a réitéré dans son allocution la semaine dernière. Alors, quelles conclusions pouvez-vous tirer du langage employé par le président Donald Trump dans ce discours? Lors de son discours inaugural, le président Trump a adopté un ton qui s'apparente davantage à un discours sur l'état de l'Union. Il a adressé une longue liste des réalisations qu'il revendique, des problèmes qu'il souhaite résoudre et a formulé de vives critiques, notamment envers le président Biden et les responsables politiques, comme l'a souligné l'ambassadeur Mack. Plutôt que de manifester une certaine continuité, Trump a affirmé que le pays avait atteint son pire niveau sous la présidence de Biden. Et il s'est engagé à rectifier cette situation. Le discours, marqué par un fort parti pris, laissait entendre « Nous redressons l'économie et protégerons l'Amérique des menaces qui émanent du reste du monde. » C'est tout à fait exact. En fait, le président Trump n'a pas pris la peine de remercier l'équipe de Joe Biden, ne serait-ce que pour avoir maintenu l'économie à flot après la crise du Covid-19 ou pour ses efforts en faveur de la trêve à Gaza. De manière générale, son discours a très peu abordé les questions de politique étrangère. Il n'a pas non plus mentionné la situation en Ukraine et en Russie, malgré sa promesse de mettre fin à cette guerre en quelques heures ou en quelques jours. Par ailleurs, il n'a pas présenté de projet concret pour atteindre cet objectif. Il existe de profondes divergences entre le président Trump et plusieurs de ses principaux conseillers politiques. Parmi eux figure son conseiller à la sécurité nationale, Mike Lord, ancien membre du Congrès de Floride, ainsi que Steve Witkoff, son envoyé spécial au Moyen-Orient. Ces différends s'étendent également au secrétaire d'État Marco Rubio, connu pour son intransigeance envers la Chine et son engagement ferme dans la lutte contre l'agression russe en Europe de l'Est.
Je pense qu'il est donc probable que le président Trump finisse par prendre la mesure des défis qui l'attendent. S'il ne parvient pas à établir un consensus avec ses principaux conseillers en politique étrangère, cela dit, ce type de tension n'est pas inédit. Durant son premier mandat, il a déjà pris la décision de licencier certains de ses conseillers. Une majorité très étroite qui se traduit par seulement 2 sièges d'avance à la Chambre des représentants et une situation similaire au Sénat où il est généralement nécessaire de réunir 60 voix pour adopter la plupart des décisions, à l'exception de certaines mesures urgentes telles que le budget ou d'autres questions spécifiques. Par conséquent, le président Trump doit impérativement obtenir un consensus partisan pour mettre en œuvre son programme. George, lors de son discours d'investiture, le président Trump a déclaré, je cite, « Mon élection récente est un mandat pour annuler et effacer certaines des terribles trahisons dont nous avons été témoins et pour restaurer la confiance, la prospérité et la démocratie au profit des électeurs, en particulier leur liberté. » Fin de citation. Alors ces propos marquent une prise de position forte. Ils soulignent une volonté de rupture. Lors de son investiture, le président Trump s'est souvent exprimé sur la nécessité de rompre avec le passé et de contrer ce qu'il qualifie l'état profond. Alors, que peut-on discerner entre les lignes de ces déclarations audacieuses ? Je pense que le président Trump a présenté son élection comme un mandat destiné à restaurer l'égalité sous toutes ses formes. Ces déclarations, notamment celles prononcées lors de son investiture, traduisent cette volonté. Trump a dépeint son élection comme une mission pour combattre la trahison, rétablir la confiance, la prospérité, la démocratie et la liberté. Il me semble que ces affirmations visent à le positionner comme le défenseur des Américains ordinaires face à une élite corrompue et autoritaire. Cette posture s'inscrit pleinement dans la ligne de sa campagne électorale et dans son style de gouvernance. Son discours sur la trahison semble faire allusion au démantèlement de ce qu'il perçoit comme un réseau d'élites puissantes et opaques accusées de manipuler le gouvernement à leur avantage au détriment du peuple. En évoquant la foi, il semble aborder des questions culturelles et morales, en particulier à destination des électeurs d'orientation religieuse qui se sentent marginalisés par les évolutions sociales progressistes. Quant à la richesse, elle renvoie à son programme économique dans lequel il promet de restaurer la prospérité et d'inverser le déclin économique. Tous ces éléments s'inscrivent dans son projet global qui reflète un mécontentement populaire généralisé à l'égard des institutions gouvernementales. Tout à fait. Merci George. Alors, à l'issue de son discours prononcé dans la rotonde du Congrès, Donald Trump a dirigé ses critiques acerbes contre ce qu'il désigne comme l'État profond, affirmant fermement ses convictions à ce sujet. Je vous propose de suivre maintenant un article publié par The New York Times, rédigé par Peter Baker, correspondant à la Maison-Blanche et intitulé « L'élection de Trump, une validation pour lui et pour son mouvement ». Sous le titre « L'élection de Trump, une validation pour l'homme et son mouvement », The New York Times a publié un article d'opinion rédigé par Peter Baker. L'auteur commence par souligner que Donald Trump a accompli un retour politique extraordinaire en prêtant serment en tant que 47e président des États-Unis. Il a immédiatement entrepris des actions destinées à transformer le destin d'un pays qu'il considère comme en ruine, annonçant l'entrée dans un nouvel âge d'or pour les États-Unis. Peter Baker cite les propos de Donald Trump. « Beaucoup pensaient qu'un tel retour politique était impossible, mais comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je suis là. Le peuple américain a tranché. » L'auteur suggère que Trump voit dans son retour à la Maison-Blanche une intervention divine, évoquant notamment une tentative d'assassinat à laquelle il a survécu cet été lorsqu'une balle a effleuré son oreille. À ce sujet, Trump aurait déclaré « À ce moment-là, et encore plus aujourd'hui, je crois que ma vie a été épargnée pour une raison.
Dieu m'a sauvé pour que je puisse rendre à l'Amérique sa grandeur. لقد أنقذني الله لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. ثم تابع السيد بيكر يقول تم تنصيب السيد ترامب. Peter Baker poursuit en notant l'ironie du lieu de l'investiture, le même bâtiment où, 4 ans plus tôt, des partisans de Trump avaient mené une tentative infructueuse pour contester les résultats de l'élection qu'il avait perdue. Cet événement marquant a conduit à un couronnement inattendu, considéré comme l'un des retours les plus surprenants de l'histoire américaine. L'article conclut en précisant que Donald Trump, âgé de 78 ans, est désormais le président le plus âgé à occuper ce poste. Il devient également le deuxième président de l'histoire américaine à retrouver la Maison-Blanche après une défaite électorale. Malgré cela, Trump s'est présenté comme un homme ayant évolué depuis son départ de la présidence il y a 4 ans. Dans son discours, il a affirmé « Au cours des 8 dernières années, j'ai été mis à l'épreuve et confronté à des défis plus importants que n'importe quel président dans l'histoire de notre pays. J'ai beaucoup appris. » C'était un rapport pertinent publié par The New York Times. Alors, quelles sont vos attentes quant au rôle de M. Rubio au sein du département d'État, surtout dans le contexte où les décisions diplomatiques de Trump, parfois imprévisibles, pourraient ne pas toujours recevoir l'adhésion de ses collaborateurs? On peut comprendre que Marco Rubio incarne un républicanisme traditionnel, parfois rigide dans ses positions. Cette posture reflète les valeurs classiques du Parti républicain. Cependant, comme nous l'avons observé durant le premier mandat de Donald Trump, ce dernier a tendance à prendre des décisions en matière de politique étrangère de manière impulsive. Je me souviens notamment de son annonce inattendue concernant le retrait des forces américaines de Syrie, qui avait pris de court les ministères concernés et conduit en fin de compte à la démission du secrétaire à la Défense. Il sera donc intéressant de voir comment se déroulera la collaboration entre Trump et Rubio, notamment sur des sujets sensibles tels que le déploiement des forces américaines à l'étranger. Exact, Grégory. Passons maintenant à l'ambassadeur David Mack pour analyser le deuxième mandat de Donald Trump sous un autre angle. Nous avons entendu Marco Rubio louer le Maroc devant la Commission des Affaires étrangères, tout en signant de nombreuses lettres influentes sur la scène politique nationale. Ces lettres demandaient notamment des sanctions contre le régime algérien en raison de sa proximité avec la Russie et de l'achat massif d'armes auprès de Vladimir Poutine. Marco Rubio a également dénoncé les atteintes à la liberté religieuse en Algérie, contrastant avec le Maroc, souvent présenté comme un modèle de coexistence et un foyer accueillant pour toutes les croyances. Que déduisez-vous de ces positions de Marco Rubio et quelles attentes avez-vous à son égard dans les mois à venir concernant les relations entre le Royaume du Maroc et les États-Unis? Marco Rubio est pleinement conscient du rôle majeur joué par le Royaume du Maroc dans la préparation des accords d'Abraham. Cela s'explique en partie par la présence d'une importante communauté de Juifs marocains ayant immigré en Israël, où ils exercent une influence significative. C'est pourquoi je pense que Marco Rubio aborde ses fonctions avec une orientation favorable envers le Maroc. Il convient de rappeler que le Maroc dispose d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, entré en vigueur en 2006, bien que le président Trump ait souvent exprimé des opinions critiques à l'égard des tarifs douaniers. Un accord de libre-échange constitue un traité ayant une valeur quasi constitutionnelle. Par conséquent, il protège les relations commerciales des éventuelles mesures punitives. Ainsi, tout entrepreneur souhaitant commercer dans le cadre de cet accord trouve un partenaire privilégié au Maroc. De plus, la position stratégique du Maroc est renforcée par sa souveraineté sur le Sahara marocain et par ses ressources naturelles abondantes. Le Maroc est un leader mondial dans la production de phosphate.
et peut exploiter l'azote extrait du gaz naturel du Sahara marocain. Un bilan positif. Je tiens à remercier Grégory, David et Georges pour leur contribution. Nous allons maintenant faire une petite pause avant d'aborder la question du canal de Panama et la possibilité que Trump en envisage la restitution. Nous discuterons également de l'initiative atlantique de Sa Majesté et de son potentiel à attirer l'attention de Donald Trump au lieu des alternatives proposées par la Chine. Alors, restez bien avec nous. Nous reprenons tout de suite après la pause. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Revenons à Georges Lindrit. Il arrive parfois qu'un nouveau président présente une feuille de route claire et il semble que celle de Donald Trump le soit effectivement. Dès le début de son second mandat, le président a informé son groupe de conseillers de son intention de récupérer le canal de Panama. À mon avis, cela soulève des interrogations quant à la véritable portée de cette demande, surtout si l'on considère les accords de 1999 en fin de mandat de Bill Clinton qui enregistrent la gestion. Alors la question demeure. Trump cherche-t-il réellement à aller dans cette direction ou bien s'agit-il d'une tactique de négociation visant à obtenir des tarifs plus avantageux pour les navires américains empruntant ce canal? Trump's approach to foreign policy, particularly with regard to trade and diplomacy, is often L'approche de Trump en matière de politique étrangère, notamment dans les domaines du commerce et de la diplomatie, repose fréquemment sur l'utilisation d'un langage fort afin de faire pression sur d'autres pays pour obtenir des concessions. Ainsi, je ne serais pas surpris que sa mention de la restitution du canal de Panama vise davantage à affirmer l'influence des États-Unis dans cette région stratégique qu'à signifier une réelle action militaire. En tenant compte du fait que la Chine exerce un contrôle sur ce canal, ce qui représente une menace pour la sécurité des États-Unis, je pense qu'il s'agit pour Trump d'une tentative de garantir un accès libre et sécurisé aux routes commerciales vitales, tant du point de vue économique que de la sécurité nationale américaine. En évoquant les voies navigables vitales, tournons-nous maintenant vers Grégory. Il s'agit ici de la voie maritime que Sa Majesté le roi Mohamed VI propose pour l'Afrique du Nord-Ouest, à savoir l'initiative atlantique. En ouvrant une nouvelle porte maritime, cette initiative permettra la création d'un marché du transport maritime inédit et pourrait potentiellement servir de véhicule pour les exportations que Donald Trump souhaite promouvoir à l'échelle mondiale. Alors, quelle est selon vous l'importance de cette initiative pour Donald Trump, son secrétaire d'État et l'ensemble de son équipe commerciale? Je pense que le président Trump accorde une grande importance à la promotion des exportations américaines et à la recherche de nouveaux débouchés commerciaux en dehors de la Chine. Il serait donc tout à fait cohérent qu'il explore activement ces marchés alternatifs, bien qu'il ait exprimé son souhait de rencontrer prochainement le dirigeant chinois. Il est probable que ses relations avec la Chine resteront tendues à l'avenir. Par conséquent, tout marché alternatif sera perçu tant par lui que par les responsables du commerce comme une opportunité stratégique pour contrer l'influence croissante de la Chine. Ambassadeur Mack, si le président Trump parvient à mettre en œuvre ce programme, il pourrait avoir l'opportunité d'examiner cette question, en l'occurrence l'initiative atlantique, avant même de s'engager dans des discussions approfondies avec la Chine. Peut-être pourrait-il souligner qu'il existe des alternatives viables. Quelle est votre évaluation, ambassadeur Mack, quant à la possibilité d'exploiter cette initiative avec ses infrastructures qui englobent des réseaux ferroviaires, des autoroutes et des ports? Bon, si j'étais un entrepreneur américain souhaitant développer le secteur du tourisme, mon premier regard se porterait sans doute sur le Maroc. Imaginez l'opportunité d'y établir une chaîne d'hôtels et de casinos Trump, tout en facilitant des déplacements rapides vers le Sahara marocain et d'autres vastes zones touristiques du pays. Ces projets pourraient générer des bénéfices immédiats, contrairement à toute initiative envisagée avec la Chine, qui nécessiterait probablement un délai beaucoup plus long pour se concrétiser.
Okay, so the Trump Tower in Tangier. Oh, maybe we could put that together. Parfait. Prenons l'exemple suivant, la construction d'une Trump Tower à Tanger, pourquoi pas. Passons maintenant à une question plus proche des frontières américaines, en l'occurrence le Mexique. Lors de son discours d'investiture, le président Donald Trump a dévoilé, à travers ses déclarations et décrets, les horreurs perpétrées par les gangs du Sud, notamment en matière de trafic d'êtres humains et de drogue dure. Il a exprimé sa volonté de les éradiquer. Alors selon vous, quelles sont les répercussions de cette politique sur les relations entre les États-Unis et le Mexique, tant au niveau diplomatique qu'économique? Bon, d'une part, le président Trump adresse un message clair à ses partisans qui perçoivent la crise de la drogue comme un problème majeur aux États-Unis, ayant coûté la vie à de nombreux jeunes Américains et bouleversé de nombreuses familles. Par ailleurs, l'immigration clandestine a été l'un des thèmes centraux de sa campagne électorale, une question qu'il a su exploiter pour mobiliser sa base populaire. Cependant, les politiques qu'il souhaite mettre en œuvre nécessitent un certain degré de coopération avec le gouvernement mexicain. Si le Mexique venait de menacer d'imposer des mesures de rétorsion telles que des droits de douane de 25%, comme cela a été évoqué, des initiatives comme renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique ne seraient certainement pas propices à favoriser une collaboration mutuelle. Gregory, vous avez collaboré avec un sénateur connu pour rechercher régulièrement un consensus bipartite, malgré son appartenance au Parti démocrate, à savoir l'ancien sénateur Edward Kennedy. Les Américains aspirent précisément à cette capacité de parvenir à un consensus, notamment sur la question cruciale de l'immigration, dans un contexte où les votes entre démocrates et républicains demeurent extrêmement serrés. Alors pensez-vous que le président Trump ait la volonté d'adopter une législation durable et une solution à long terme pour résoudre le problème d'immigration, ou bien cette question restera-t-elle confinée à des clivages partisans avec un recours accru au décret présidentiel? L'année dernière, le Congrès avait présenté un projet de loi visant à réformer l'immigration, mais que le président Trump avait appelé les républicains à s'y opposer. Ce projet de loi, pourtant, avait été conçu pour bénéficier d'un large soutien bipartite. Cependant, Trump semble avoir préféré exploiter la question de l'immigration illégale comme un thème central de ses campagnes électorales, bien qu'il existe un potentiel réel de consensus. Pour une véritable réforme de l'immigration, Trump cherche actuellement à adopter une posture de fermeté. Abordons à présent la question du Moyen-Orient. Le président Trump a réussi à exercer des pressions sur les parties impliquées dans le conflit au Moyen-Orient, conduisant à une cessation temporaire des hostilités à Gaza. Toutefois, revenir 4 ans en arrière et retrouver l'élan des succès obtenus avec les accords d'Abraham s'avère être un défi complexe, comme l'a souligné l'ambassadeur Mack. Cette difficulté réside notamment dans les pertes humaines importantes subies par l'une des parties, qui a adopté des positions encore plus rigides et intransigeantes. Une telle évolution complique davantage les perspectives d'un retour à un dialogue constructif, comme l'illustre ce reportage élaboré par notre équipe de production. La situation au Moyen-Orient demeure une priorité majeure de la politique étrangère du président Trump, tout en représentant l'un des plus grands défis auxquels il doit faire face après avoir quitté la Maison-Blanche, auréolé des succès des accords d'Abraham. Cependant, la réalité actuelle à Gaza n'a plus rien à voir avec celle de 2020. Les analystes estiment que la mise en œuvre des visions et des plans de Trump nécessitera bien plus qu'une simple trêve temporaire. La véritable solution réside dans l'élaboration d'une politique globale visant à créer des conditions de vie dignes pour le peuple palestinien tout en concrétisant son aspiration à l'établissement d'un État souverain et en garantissant la protection des lieux saints islamiques. L'essentiel réside dans la capacité à surmonter les blessures profondes laissées par les conflits passés en œuvrant à une réconciliation basée sur une diplomatie respectueuse et constructive. Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, rejette fermement toute forme de violence et privilégie un dialogue pacifique et civilisé en vue d'une solution juste.
En tant que président du comité Al-Quds, Sa Majesté accorde une attention particulière au statut d'Al-Quds, s'engageant activement dans les responsabilités qui lui incombent pour protéger la ville et préserver son rôle en tant que symbole de coexistence entre les religions monothéistes à l'abri des tensions ethniques et des conflits politiques. Dans cette optique, de nombreux pays arabes, notamment le Royaume d'Arabie Saoudite, adoptent une position favorable à une paix juste et durable dont le socle pourrait être les accords d'Abraham. Cependant, cette paix ne saurait faire abstraction d'un impératif fondamental, rétablir un équilibre juste et équitable pour toutes les parties concernées. L'administration Trump dispose-t-elle des outils nécessaires pour concilier les visions divergentes et instaurer une paix durable? Saura-t-elle s'appuyer sur des idées novatrices et des conseils éclairés qui s'imposent plus que jamais? Ou bien se contentera-t-elle de gérer un conflit qui a résisté aux efforts de toutes les administrations précédentes sans parvenir à apporter une solution pérenne? Telles sont les questions cruciales qui se posent aujourd'hui. Lors de son premier discours après la cérémonie d'investiture, il est intéressant de noter que le premier intervenant fut l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient. Par ce choix symbolique, le président Trump a tenu à mettre en avant un message clair. Il avait commencé à engranger des succès diplomatiques avant même d'accéder officiellement au pouvoir, notamment en parvenant à réunir Israéliens et Palestiniens autour d'un cessez-le-feu rapide. Grégory, où en sommes-nous actuellement dans le contexte du Moyen-Orient et quelles sont, selon vous, les perspectives d'un cessez-le-feu durable et pérenne dans cette région tourmentée? Bon, je suis sceptique quant à la possibilité d'un cessez-le-feu durable à long terme. Cependant, à court terme, un consensus semble émerger tant au niveau international que local en faveur d'un cessez-le-feu. Cela dit, cette trêve pourrait se terminer dans les 6 prochaines semaines. La question centrale demeure, ce cessez-le-feu pourra-t-il être maintenu et surtout, qui prendra en charge l'administration de la bande de Gaza? Le gouvernement Netanyahou s'oppose fermement au retour du Hamas au pouvoir dans cette région et refuse également que l'autorité palestinienne prenne le relais. L'administration Biden avait exprimé son souhait de voir l'autorité palestinienne remplacer le Hamas à Gaza. Mais le gouvernement israélien actuel, dominé par une coalition d'extrême droite, ne semble pas disposé à soutenir une telle initiative. Oui, tout à fait. Ambassadeur Mack, pensez-vous que le président Trump parviendra à convaincre l'Arabie saoudite de s'engager dans un processus de paix avec Israël? Nous constatons que le prince héritier Mohammed Ben Salman et le président Trump partagent des visions stratégiques communes, notamment en ce qui concerne la confrontation avec l'Iran. Selon vous, comment ces deux dirigeants pourraient-ils œuvrer pour établir un terrain d'entente, voire inaugurer une nouvelle ère de relations entre leurs pays respectifs? La situation ne se limite pas uniquement à nos partenaires arabes, notamment le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie et l'Égypte, qui ont manifesté un large soutien en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Elle bénéficie également d'un appui significatif au sein de l'armée israélienne, de la communauté du renseignement en Israël, et même parmi les citoyens israéliens. Cet accord de cessez-le-feu, tout comme celui mis en œuvre au Liban, constitue une réussite notable des politiques de l'administration Biden, qui parvient à rassembler le soutien des républicains et d'autres acteurs influents. Cependant, nous sommes aujourd'hui confrontés à une véritable crise en Cisjordanie et à Al-Quds Est. Cette crise est alimentée par des déclarations controversées, notamment celle de l'ambassadeur américain en Israël, qui a affirmé que la Cisjordanie n'existait pas en tant que telle, mais qu'il s'agissait de la Judée et de la Samarie, niant ainsi l'existence même des Palestiniens. Ces propos de principe très contestés ont déclenché une escalade de violence, notamment par des colons israéliens en Cisjordanie.
Concernant Gaza, cette situation pourrait engendrer des tensions majeures, non seulement avec nos partenaires arabes, mais également avec la Turquie et une partie de l'opinion publique israélienne. Let's go domestic again, and let's turn to our program's correspondent Sharuk Dihab to look at a new phenomenon in Washington. Recentrons notre attention sur une question de politique intérieure avant d'aborder de nouveau la thématique de la politique étrangère. En fait, Donald Trump va congédier les employés fédéraux des programmes de diversité aux États-Unis. Bonjour, Sholok, nous vous écoutons. Bienvenue à vous, Marc. Je me trouve actuellement dans l'un des bureaux fédéraux de la capitale où le président Donald Trump a récemment ordonné le retour au travail des employés fédéraux 7 jours sur 7. Cette initiative constitue une première étape dans la mise en œuvre de ses promesses électorales visant à réduire la bureaucratie au sein des institutions. Le président a également précisé que tous les responsables des départements, agences et branches exécutives du gouvernement doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux politiques de travail à distance, tout en veillant à appliquer les exceptions appropriées. Selon ces déclarations, les pouvoirs des fonctionnaires émanent directement de l'autorité présidentielle, ce qui les rend responsables devant lui. Donald Trump a par ailleurs annoncé qu'il envisage de licencier plus d'1 millier de collaborateurs nommés sous son prédécesseur Joe Biden, affirmant que son équipe travaille activement à identifier et à écarter les employés dont les orientations ne correspondent pas à sa vision de rendre à l'Amérique sa grandeur. Ces déclarations rapportées par l'agence Reuters ont suscité de vives inquiétudes parmi les employés fédéraux de tout grade. Cette décision contraste néanmoins avec le soulagement exprimé par une partie de la population, souvent mécontente de la lenteur du système bureaucratique fédéral. Certains citoyens estiment même que remplacer ces postes par des plateformes électroniques serait plus efficace et adapté aux exigences modernes. Cette situation reflète un enjeu complexe où s'opposent les préoccupations des fonctionnaires et les attentes des citoyens. Merci Sholok. Je me tourne vers vous, Georges, sur cette question de politique intérieure. Il semble que le président Trump ait décidé de confier à Elon Musk la mission de lutter contre le gaspillage et la fraude. Pensez-vous que le président Trump parviendra à bouleverser l'équilibre établi, à réformer en profondeur les systèmes liés à l'État profond et à transformer le fonctionnement de l'administration fédérale? Ou au contraire, fera-t-il face à des résistances majeures et à des obstacles insurmontables? C'est une question pertinente. La volonté du président Trump de lutter contre le gaspillage et les dépenses excessives du gouvernement, un des thèmes centraux de sa campagne, constitue l'un des objectifs les plus ambitieux et complexes de sa présidence. Il s'est engagé à assécher les sources de la corruption, à réduire la taille du gouvernement fédéral et à limiter ses excès, notamment en proposant un gel des embauches et une réduction du nombre d'employés fédéraux. Cependant, le défi est de taille. La bureaucratie fédérale est vaste et bien ancrée et toute tentative de réduction ou de restructuration se heurtera inévitablement à une opposition significative, notamment de la part des syndicats du secteur public, mais aussi de certains membres du Congrès. Toute réforme substantielle nécessitera une action législative, ce qui est difficile à obtenir dans un climat politique polarisé. Bien que le président puisse recourir à des décrets exécutifs ou tenter de réduire les budgets de certains départements, le Congrès, qui détient le pouvoir de financer et de légiférer en matière de dépenses fédérales, joue un rôle déterminant et peut opposer une résistance. Historiquement, les propositions de réduction drastique des effectifs ou des budgets fédéraux ont souvent rencontré des obstacles majeurs au sein du Congrès où les intérêts partisans et les considérations locales prennent le dessus. Ainsi, même si Trump réussit à mettre en œuvre certaines réformes, transformer fondamentalement l'équation demeure un défi immense, nécessitant des efforts soutenus, une vision claire et un large consensus bipartisan. L'avenir nous dira si tout cela se concrétise. C'est ainsi que les choses se passent. Nous observons
si cela se réalise au final. En fait, ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Vous nous avez accompagnés tout au long de ce parcours, depuis les étapes de la nomination, à travers le cortège électoral, jusqu'à la cérémonie d'investiture du 47e président des États-Unis. Merci pour cette collaboration extrêmement enrichissante. Nous espérons être à la hauteur de vos attentes et nous vous invitons à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux de Média TV. Au terme de cet épisode, je tiens à remercier mes invités, l'ambassadeur David Mack et l'ambassadeur Grégory Aftandelian. Merci également à notre chroniqueur Georges Lindrit, à nos correspondants Jian Mansour et Shorouk Diab. Un grand merci à notre équipe de production, à notre réalisateur Mohamed Saïd Al-Ouafi. Et je vous dis à la semaine prochaine.